À votre demande, je fais une vidéo de réparation de cette radio VHF-UHF trouvée à prix dérisoire dans une foire radio amateur. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. En effet, je me suis procuré cet émetteur-récepteur FM VHF-UHF de type mobile, modèle Yaesu FT8100R, au récent Hamfest de Deerfield, de New Hampshire, aux USA, pour un minime 5 $. Évidemment, à ce prix, il ne faut pas s'attendre à une radio parfaite. En plus d'avoir un câble de micro en décomposition, il y a un trouble. Le vendeur m'a mentionné que le PLL n'était pas stable et que la réception de la bande VHF cessait parfois de fonctionner. Je vais donc tenter aujourd'hui avec vous de réparer cette radio. Ça va peut-être être simple comme ça pourrait être quasi irréparable. Question coût et effort requis. Mais ça vaut la peine de tenter sa chance. Au pire, je n'aurai perdu que 5 $. J'ai donc en premier fait les recherches de manuels d'opération et de manuels de service avec schéma électrique. Comme c'est habituellement le cas avec le matériel radio amateur, j'ai trouvé tout cela sur le web. La clarté des documents cependant est très moyenne. Il faudra faire avec. Alors, allons-y. Voici la radio de plus près. Alors, le Yaesu FT8100, tel que je l'ai acheté à 5 $. La première chose qu'on remarque, c'est le cordon qui est détruit. Là. Les fils font encore contact, mais la gaine flexible et torsadée là, est complètement égrenée. Bon, alors, il y a une solution quand même relativement peu onéreuse et je vous reviens avec ça plus tard. Alors, évidemment, on a besoin du microphone pour mettre l'émetteur-récepteur en mode émission. Donc, je le laisse brancher. Alors, la radio elle-même, j'ai mis une alimentation de 13 volts à l'arrière de la radio. Et c'est ce bloc que j'ai mis à celui-ci, que j'ai mis à 13 volts. Et donc, c'est ce bloc d'alimentation qui fournit le 13 volts à la radio. Alors, la première chose que je vous recommande de faire lorsque vous devez faire une réparation ou qu'il y a un comportement un peu bizarre de votre radio, c'est de faire une réinitialisation complète de l'appareil. Et dans ce cas-ci, bien, on nous dit de tenir le deuxième bouton ici à gauche ainsi que le bouton VFO en même temps qu'on appuie ici sur... Voilà, c'est fait sur le bouton d'alimentation. Donc, la radio est revenue avec des fréquences par défaut et en mode totalement par défaut. Alors, le problème de la radio est le suivant. En VHF et non pas en UHF, donc je transfère du côté VHF ici, je vais me mettre à 146 MHz où est situé mon générateur de signal qui est branché sur cette petite boucle que j'approche de la radio. Okay? Je ne suis pas connecté directement, je me suis simplement mis proche pour ramasser un signal, tout simplement. Et là, bien, je peux l'écouter, ce signal, mais je vais me mettre en mode MA, puisque mon générateur de signal présentement module en MA, une tonalité. Alors, on l'entend bien. Voilà. Alors, vous voyez qu'une force de signal ici, donc un signal de présent. Alors, le vendeur avait dit que la radio avait un problème avec son PLL. On va faire des observations, mais moi, à première vue, je ne crois pas que c'est le PLL. On va travailler ensemble. Alors, voici ce que je dois faire. Je vais enlever tout de suite le couvercle. Il y a 4 vis à retirer. Je vais enlever le couvercle. Et je vais mettre le récepteur comme cela. Le son vraiment faible. Et je vais vaquer mes occupations jusqu'à ce que le trouble se produise. Et la prochaine fois que vous allez me voir, c'est que le trouble se sera produit. Alors, j'y vais. Je demeure à l'écoute. Oh, ça se promène. Vous voyez, l'intensité sonore s'est promenée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, le signal est en train de disparaître. Voyez-vous? Je ne sais pas si c'est très visible pour vous, là. Et voilà, il est en train de disparaître. Ce n'est pas une question de PLL.
Parce que le signal demeure, mais l'audio s'en va, graduellement. Et éventuellement, je perds l'audio complètement. Donc, je vous reviens avec le couvercle ouvert. On va essayer de voir si on peut reproduire le problème et trouver qu'est-ce qui ne va pas avec la radio. Alors, j'ai déconnecté la plaquette CTCSS qui, elle, se trouve être en ligne avec le signal pour être certain que ça n'entre pas en jeu. C'est une option, cette plaquette-là, normalement. Hein. Ça coupe l'audio si une tonalité n'est pas décodée. Donc, ça empêche les interférences lorsqu'il n'y a pas de signal reçu essentiellement. Alors, je l'ai déconnecté. Et là, ben, ça se promène. Et je vais me concentrer ici parce que juste en tapotant sur cette pièce, eh bien, ça va et ça vient. Voyez? Je présume que vous entendez bien. Et là, je pèse vraiment pas fort, hein? Je fais juste glisser l'outil. Revenu. Il n'est pas dit que c'est nécessairement cette puce-là. Mais, disons que c'est proche. Ça semble être stabilisé. Là. Je n'arrive plus à le faire. Ici, je mets du liquide de refroidissement. Oh, monsieur. On s'entend, hein? Ça se passe autour d'ici. Est-ce que c'est la pièce, la soudure de la pièce? Je pense avoir trouvé la zone précise. Si je mets un petit peu de froid de ce côté-ci. Et voilà. Ça n'a pas pris beaucoup comme vous voyez. C'est pas clair que c'est une soudure, pour être bien franc. C'est pas clair que c'est une soudure qui est le problème. Bon, alors j'ai sondé, j'ai tapoté, j'ai sondé aussi avec l'oscilloscope. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Bon, la chose qui n'est pas tellement évidente, c'est que les signaux passent de la plaquette 144 MHz, donc celle du dessus, à la plaquette de 430 MHz, celle du dessous, et aller-retour, ça se promène. Là. Par exemple, le haut-parleur, la tâche se fait sur la plaquette 144, mais l'ampli est sur la plaquette 432. Bon, alors, ce que j'ai trouvé pour vous épargner du trouble, c'est que tout ce qui s'appelle haut-parleur et ampli audio est aussi instable. Autrement dit, ce n'est pas là que le problème vient, c'est en amont. Alors, pour essayer de trouver là, où il y a problème, j'ai sondé l'audio venant dans ce potentiomètre électronique double. Alors, l'audio AF, Audio Frequency VHF, arrive de la plaquette 144 MHz. Ça, c'est l'audio à volume constant et ressort de cette puce ici. Alors, cette puce, c'est effectivement un double potentiomètre. Le deuxième sert du côté UHF, mais nous, c'est le côté VHF. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'une tension CC qui vient s'appliquer ici sur le circuit intégré et cette tension CC-là vient changer le gain de l'ampli et donc atténue plus ou moins en fonction de la tension CC. C'est comme ça que le contrôle de volume fonctionne parce que l'entrée audio VHF est à volume constant. Donc, c'est ici le volume et c'est un volume donc électronique. Le contrôle de volume à l'avant de l'appareil, c'est une tension CC, c'est tout, variable. En fait, c'est plus compliqué que ça, vous allez voir. Alors, on a une tension CC ici, et c'est cette tension-là, si je viens sonder avec l'oscilloscope et que je tapote avec mon doigt sur le circuit, bien, cette tension-là bouge aussi. C'est donc dire que c'est cette tension-ci qui est en trouble parce que l'audio qui arrive ici est à volume constant et je ne vois aucun problème. Donc, c'est la tension d'ajustement du volume qui a un problème. Alors, je retourne au schéma. C'est donc cette tension-ci, V pour VHF, V volume.
passe à travers cette puce qui, elle, si jamais la commande mute, donc étouffoir est allumée, bien, ça coupe autant le volume en VHF qu'en UHF. Alors ça, c'est un simple interrupteur, si vous voulez. Alors le problème vient vraiment de V-vol, qui est une tension CC qui, appliquée ici sur la puce en question, là, vient contrôler l'intensité et s'en va ensuite à l'ampli audio pour être amplifié. Bon, alors le VHF, c'est le côté 2 en passant. Un côté out 2. Ça, c'est la chaîne VHF, d'amplification jusqu'au haut-parleur. Alors, on doit travailler sur V-volume. Alors, une fois vu à partir du schéma, cette puce, eh bien, le fameux V-volume, donc c'est une tension CC, eh bien, elle vient ici sur la puce pour contrôler le volume, tout simplement. Alors, le V-volume, si on suit le bus qui est ici, on se rapporte au connecteur ici, V-vol, V-volume. Alors, on passe de la plaquette 430, on retourne à la plaquette 144. Voilà, et on trouve notre V-volume ici. Et si on suit V-volume sur le bus, on va trouver un peu plus haut V-volume. Et d'où ça vient, V-volume? Ça vient du microcontrôleur. C'est pour ça que lorsque j'appuyais sur le microcontrôleur, je voyais des problèmes. C'est là que l'audio variait. Alors, V-volume, ça vient de V-volume contrôle. Bien, V-volume contrôle qui sort du microprocesseur, c'est en fait un PWM qui contrôle le niveau du volume. Donc, plus je lève le volume, plus le rapport cyclique est élevé. Et comme vous voyez, c'est très, très stable. Peu importe qu'il y ait variation de volume en pesant sur le microcontrôleur, il ne se passe strictement rien. Le PWM fonctionne très bien. Donc, la sortie V-volume contrôle fonctionne très bien, mais c'est ici que ça se passe. Parce que V-volume ici, je l'ai mesuré sur le connecteur et il bouge quand j'appuie. C'est donc dire que c'est le filtre passe-bas composé d'une résistance de 1 mégohm ici et les condensateurs et une autre résistance d'1 mégohm. C'est ce filtre qui produit une tension CC à partir du PWM. Bien, ce filtre, il y a trouble. Et ça m'a pris un petit peu de temps de comprendre, mais vous voyez, il y a un B ici, B, B et B. Alors, c'est B signifie que c'est sur bottom, sur le côté opposé de la plaquette. Alors, ça, c'est un défi. Ce que je crois qui se produit, la broche 9, elle est ici, si je sais bien compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et son VIA est juste ici. Puis ça s'en va sur le côté inférieur de la plaquette. Je crois que ce VIA-ci, le point, il est ouvert, il est intermittent. Alors, c'est la connexion ici qui est en trouble vers les composants inférieurs. Et je vais vous dire, j'ai un ami qui m'a dit ça, mon ami Sylvain m'a dit que cette radio avait des problèmes avec sa plaquette de circuit imprimé. Et je l'ai lu sur des forums de discussion aussi. C'est une radio à trouble à cause que la plaquette peut développer avec le temps des intermittences. Alors, à mon avis, c'est le VIA qui est défectueux. Et pour réparer cela, il faut aller sur la face inférieure. Oui, bien là, lorsqu'on analyse comment aller travailler sur la face inférieure de la plaquette 144 MHz, le VHF, ouf, on s'aperçoit que c'est loin d'être évident. Il y a 8 ou 9 vis à défaire. Si c'était juste ça, ce ne serait pas si mal. Il y a aussi le câble 12 volts d'alimentation, mais celui-là, il n'est pas fixé au boîtier, donc on peut simplement le retirer et laisser l'ensemble soudé. Il y a aussi certains, comme deux connecteurs, deux câbles connectorisés et un ruban qui peuvent se détacher aussi. Mais le gros problème, là, à mon avis, c'est la connexion du câble coaxial qui est juste ici. C'est soudé directement sur la plaquette. Et non seulement cela, mais la plaquette UHF sur la face inférieure alimente aussi avec des broches à travers les deux plaquettes, passe à travers et vient ici en surface se souder au même endroit. Puisqu'il n'y a seulement qu'un câble coaxial, ben, et le V et le U doivent
arriver ici. Risque d'endommager définitivement cette zone. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été dessoudée et ressoudée. Cette plaquette a déjà été réparée. On le voit ici, il y a du vernis vert et je m'aperçois qu'il a déjà été craqué, il a déjà été bougé. C'est donc dire que cette plaquette a déjà été enlevée. Et connaissant l'historique de ce modèle de radio, l'FT 8100, sachant qu'il y a des problèmes de plaquettes, j'ai même lu sur un forum où on nous déconseille d'essayer d'enlever. On risque d'endommager la plaquette à la tordre. Donc, je dois faire un plan B. Le plan B sera de souder un petit fil ici sur le V-Vol Control, où est-ce qu'on voyait le PWM, directement sur le microcontrôleur. Souder un petit fil, l'amener ici pour pouvoir passer sur la plaque inférieure, la plaque UHF. Et je devrais installer un nouveau filtre passe-bas, tel que construit sur le schéma. Donc, je connecterai en parallèle, tout simplement. Et j'irai me connecter sur la puce là, M51-132 de volume. Donc, c'est la façon la plus simple, la plus facile, à mon avis, là. Et ce que je vais faire, je vais souder d'abord un fil ici. Je vais souder un fil sur le M51-132, l'autre côté. Et je vais me faire une petite plaquette sans soudure. Je vais construire le filtre sur un breadboard là, sans soudure. Et je vais vérifier que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, bien, je construirai un petit circuit avec les quelques pièces passives. Là. À quelque part, je collerai ça à quelque part et ça devrait aller. Donc, c'est le plan. Je me lance. OK, alors je l'ai essayé sur plaquette sans soudure. Je me suis soudé ici sur le M51-132, donc le contrôle de volume électronique. Alors, j'ai recréé le filtre et je me suis aussi soudé sur le microprocesseur à la sortie V-Volume Control. J'ai amené le fil passé directement de la plaque supérieure à la plaque inférieure et il arrive ici. Et il vient sur le circuit. Alors, voilà. Ceci dit, je n'ai pas utilisé les valeurs qui sont proposées dans le schéma pour arriver avec un signal qui a une influence, donc qui contrôle le volume. J'ai mis 10K, 10K et 100 nanofarad comme condensateur. Et ça fonctionne très bien, tel quel. Et j'ai beau peser sur la puce, tant que je veux, sur le microprocesseur, il ne se passe strictement rien. J'ai bien sûr attaché la masse avec une pince crocodile, là, ici. Alors, c'est le circuit que je vais implémenter. Le seul prix à payer, c'est que le mute, donc l'étouffoir, fonctionne beaucoup moins qu'avant. Et c'est normal parce que le point d'injection du circuit a beaucoup plus d'influence qu'avant. Et donc, la partie mute fonctionne moins bien. Alors, en effet, le mute venait appliquer un point de masse à travers le transistor ici, lorsqu'actionné, à travers cette résistance sur ce point ici. Mais moi, je viens maintenant, je n'injecte plus la tension CC V-Vol à travers cette résistance. Je viens l'injecter directement ici. Donc, le mute a moins d'effet, si vous voulez, qu'avant, comme je viens forcer la tension directement ici. Mais pour être bien franc, le mute, ça ne fait que descendre de 3 décibels le signal audio. Donc, c'est plus ou moins utile. Donc, c'est le prix à payer pour restaurer la fonctionnalité de la bande VHF. Alors maintenant, il s'agit juste à implémenter ça. Bon, voilà, réparation complétée. Alors, vous voyez là ce que j'ai fait. Alors, le signal, le fil rouge ici, c'est le PWM venant du microprocesseur, plaque VHF, donc 144 MHz. À travers une 10K, condensateur à la masse et un autre 10K. Et là, on s'en va jusqu'au contrôle de volume, la tension CC qui vient contrôler le volume VHF. Et notez que j'ai mis un film de Kapton, donc de polyimide. C'est un ruban collé pour ne pas qu'un mauvais contact se fasse sur la surface cuivrée qui est recouverte de toute façon d'un vernis vert, là, mais quand même, on ne prend pas de chance. Le ruban de Kapton résiste à la température, à la chaleur de soudage. Hein. Alors, c'est ça. Alors, réparation faite. Évidemment, c'est un point de masse ici. Et bien, ça fonctionne bien.
Je peux vous témoigner là, qu'en pesant, comme je faisais dans le passé, il y avait des variations d'audio, là, même ça coupait des fois l'audio, ben là c'est terminé. Plus de problème, la réparation est solide. Bon, il me restera peut-être un petit point de colle à mettre ici, peut-être que je pourrais coller les résistances et coller le fil de l'autre côté, parce que c'est une radio mobile, ça peut brasser beaucoup dans une automobile. Mais ça va faire le travail. J'ai réglé un gros problème. Ne croyez pas que ça m'a pris juste une dizaine de minutes pour trouver la panne. J'ai coupé au montage quelques heures de recherche. Mais avec de la patience et de l'analyse de schéma, j'ai trouvé le problème. Concernant le cordon du microphone maintenant, je peux me procurer un cordon de remplacement. Mieux encore, il y a des microphones de remplacement compatibles à moins de 20 $. Maintenant que ma radio de bande à 5 $ est réparée, je n'hésiterai pas une minute à commander un micro de remplacement. Aussi, je ne vous le montre pas dans cette vidéo, car ça aurait trop étiré le temps de la vidéo, mais j'en ai bien sûr profité pour vérifier la fréquence d'émission sur les deux bandes, la puissance de sortie en watts et la déviation FM en kHz. Tout était nominal, donc la radio est prête à reprendre du service. Voilà, vous avez apprécié cette vidéo? Bien, cliquez sur le pouce vers le haut, ça serait super. N'oubliez pas non plus que vous avez la possibilité de me soutenir. Plus de détails dans la description sous cette vidéo. Merci et à la prochaine!